Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire de Seed Legals à propos de la différence entre le BSR et la levée de fonds classique. On va aborder un bon nombre de sujets concernant ces aspects juridiques par rapport aux levées de fonds. J'attends que tout le monde se connecte pendant ces 30 premières secondes, 1 minute, 5 minutes. On est un certain nombre d'inscrits, donc ce qui est toujours plaisant. Euh, N'hésitez pas, pour ceux qui ne connaissent pas trop comment fonctionne Zoom, à utiliser le chat directement pour se dire bonjour, par exemple. Vous présenter très rapidement, ça fait toujours un peu plaisir quand on s'inscrit à un webinaire et d'échanger sur ces aspects. Vous pouvez également utiliser la partie Q&A pour poser vos questions. Vous voyez en bas de votre écran, probablement sur Zoom, il y a marqué Q&A. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit via le chat, soit via cette section Q&A. Et puis ensuite, je vous partagerai rapidement mon écran parce que j'ai fait un petit support de présentation pour présenter peut-être en 2 mots aussi Seed Legals. Donc Seed Legals, nous sommes une plateforme SaaS qui permet de générer l'ensemble des documents juridiques relatifs à vos opérations sur le capital en tant que startup. Quand vous avez un besoin de financement, typiquement c'est l'objet de ce webinaire. Quand vous voulez aussi partager votre capital avec des salariés et les intéresser au capital sous forme de BSPCE pour les salariés ou de BSA Advisor pour des advisors, on vous permet de générer la documentation correspondante. Pareil pour l'actionnariat et la gestion de votre table de capitalisation. Vous savez tous, à mon sens et à mon avis, ce que c'est qu'une table de capitalisation et l'actionnariat qui s'ensuit. Donc, on permet de gérer tout ça de manière dynamique et automatisée via la plateforme Seed Legals. Seed Legals, on est une société qui s'est créée d'abord en Angleterre en 2016. Après quoi, on a une très belle réussite sur le marché anglais. On a aujourd'hui maintenant au global plus de 35 000 startups sur la plateforme avec un certain nombre de données sur les centaines de financements, de levées de fonds qu'on réalise par mois. Et donc en 2019, on a fait une levée de fonds. C'était notamment avec Index Ventures. Il y a Kima aussi qui nous a rejoint à ce moment-là avec Seedcamp et d'autres en vue de l'internationalisation sur le marché français. Et on s'est lancé en France l'année suivante, donc 2020, où moi j'ai défriché le marché français. Moi, je suis Florent, le country manager France de Seed Legals. Et on est une équipe en tout, au global, de 130 personnes plus, que ce soit en Angleterre, en France, et on a ouvert récemment, il y a peu de temps, Singapour et Hong Kong. Et pour la France, on est une équipe plus d'une dizaine de personnes et on a accompagné plus de 300 startups. Et on a lancé, je pense que vous l'avez peut-être vu aussi, nos nouvelles offres qui sont ce qu'on appelle le Airpack et le Seedpack. Et ces deux nouvelles offres commerciales, en fait, elles sont basées sur l'ensemble des opérations sur le capital qu'on a réalisé, sur l'ensemble des levées de fonds. Et on voyait avec l'équipe qu'il y avait un besoin de donner un certain nombre d'éléments pour vous, et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces aspects, mais qui vous permettent de, en gros, optimiser vos chances quelque part, ou en tout cas d'avoir l'ensemble des éléments vous permettant de faciliter votre levée de fonds parce que c'est un exercice ultra complexe. Et quand vous allez lever des fonds, vous avez besoin généralement de toujours plus ou moins les mêmes éléments, c'est-à-dire une page qui va vous permettre de présenter votre pitch deck, de pouvoir du coup partager les informations à vos investisseurs, de pouvoir savoir aussi traquer si les investisseurs ont consulté votre pitch deck, par exemple, parce que des fois, vous vous dites, OK, je l'ai envoyé, mais s'il faut, ils n'ont même pas ouvert le pitch deck. Donc, ils n'ont même pas vu. Il faut les relancer et il faut suivre, du coup, un peu comme un commercial ferait pour vendre son produit à ses investisseurs. C'est un peu une même logique. Donc, il y a le pitch deck, et c'est ce qu'on permet aussi sur la plateforme, il y a la table de capitalisation, c'est important de l'avoir. Il y a aussi ben, tout ce qui est document juridique, parce que quand on a préparé tout ce qui est en amont sur le pitch deck, le prévisionnel, qu'on a des investisseurs qui sont OK et qui ont manifesté leur intérêt pour investir dans le projet, il faut là tout de suite enchaîner sur les conditions dans lesquelles ils seraient amenés à investir. Et ces conditions-là, c'est ce dont on va parler ce matin, entre le BSR, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'un BSR? Quelle est la différence avec une levée de fonds classique? Et l'idée, c'était, au travers des deux nouvelles offres qu'on a lancées sur Seed Legals, donc le fameux Airpack et le Seedpack, de vous présenter de manière plus détaillée en quoi consiste une levée de fonds selon telle ou telle mécanique. Et je vais vous partager donc mon écran pour ça, avec ici
ce qu'on vous a préparé et qui est généralement une présentation où on va balayer les différents cas. Donc, pour comprendre la mécanique d'une levée de fonds, la préparer sereinement. Mais pour ça, il y a les différents points. Donc, le premier point qui est, il existe plusieurs mécaniques et mécanismes de financement. On va le balayer rapidement parce que ça fait toujours du bien de se faire ce rappel là-dessus. Le deuxième, c'est les notions essentielles sur la levée de fonds, et notamment sur la dimension sur laquelle on va nous se concentrer ce matin, la partie juridique. Le troisième point, qui est le point central dont on parlait et dont je parlais là à l'instant, qui est cette différence entre une levée de fonds sous forme de BSR et une levée de fonds dite traditionnelle, donc sous forme d'augmentation de capital. Et si on a un peu de temps, des cas pratiques. Mais ça, je vais essayer de balayer la partie théorique assez rapidement pour qu'on se concentre sur vos questions et qu'on puisse avoir vraiment un échange assez concret. Avant-propos sur le contexte actuel. Le contexte actuel, comme on le sait, il est un peu plus difficile encore aujourd'hui, compte tenu d'une inflation galopante, des taux d'intérêt qui augmentent, une raréfaction des levées de fonds, donc ce qui est assez vrai pour les fonds et les investissements late stage. Pour les investissements plutôt pré-seed seed, on reste quand même sur un certain nombre d'investissements. Il y a toujours des investissements qui sont réalisés, mais effectivement, on a changé de paradigme dans le sens où on était sur une année en 2021 record avec énormément d'argent à déployer côté fonds d'investissement et même business angels, avec un contexte aussi macroéconomique qui est pas aussi incertain et compliqué que celui qu'on connaît aujourd'hui, là, en ce dernier trimestre de 2022. Et je trouve que l'image qui explique pas mal ce changement de paradigme, c'est là le VC language, donc ce Google Translate, cette traduction Google entre le langage du VC en 2021 et 2022. Comme vous voyez, forcément, ce qui compte dans le changement de paradigme aussi, dont je viens de parler, c'est les investisseurs, ils veulent des produits qui soient rentables, en tout cas moins risqués, compte tenu du contexte, encore une fois, macroéconomique. Mais ça veut dire quoi concrètement pour vous? Ça veut dire que vous devez vous adapter sur quand vous présentez votre business model. Certes, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes un modèle qui n'est pas encore rentable, ce qui est normal, c'est le tout début, mais vous avez quand même en tête de proposer un business plan qui soit sur 3 ans et qui, à terme, vise une rentabilité, en plus de viser la croissance. Mais le tout croissance qu'on avait en 2021, on se disait, OK, c'est pas grave si vous ne réalisez pas encore trop de revenus, tant que vous montrez de la croissance et que vous adressez un marché assez important qui se compte en plusieurs milliards, OK, nous, on va prendre le pari. Et de toute façon, la concurrence qui existait en 2021, bon, qui existe toujours, mais surtout pour des investissements où il y avait beaucoup de capitaux à déployer, il y avait beaucoup de concurrence avec un FOMO, donc c'est Fear of Missing Out. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si j'investis pas là, en fait, peut-être que je vais rater le coup du siècle et je vais pas investir dans le Figma de demain, quoi, par exemple. Figma, entre parenthèses, comme vous avez peut-être vu, qui a été racheté 20 milliards par Adobe et qui a permis, par exemple, comme à des fonds comme Index Ventures, de toucher quasiment 2 milliards sur cette revente parce qu'ils étaient là en seed, puis en série A, puis en follow-up, jusqu'à l'exit. Mais bref, voilà un peu pour ces avant-propos concernant le contexte actuel. Et donc, retenez une chose sur ça, c'est que effectivement, il est encore plus compliqué, en tout cas, c'est plus sélectif encore de pouvoir lever des fonds aujourd'hui qu'en 2021. Mais c'est un exercice de toute façon qui est toujours très compliqué et qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu, notamment sur convaincre les investisseurs, toute cette partie pitch deck prévisionnelle. C'est pas là sur quoi on va se concentrer vraiment ce matin. Sur quoi on va se concentrer, c'est plutôt la partie qui s'ensuit et qui suit justement ça, qui va être, OK, mais comment juridiquement, moi, je vais pouvoir faire entrer mes investisseurs dès lors que eux sont OK pour me financer. Mais avant ça, dernier point avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est ces fameuses mécaniques de financement. Donc, vous le savez, je pense, il existe différentes façons de pouvoir financer votre projet. Et vous, en tant qu'entrepreneur, il faut que vous ayez en tête que tous les moyens sont bons pour pouvoir financer au début votre projet. Surtout quand vous êtes à un stade de financement qui est un stade de financement très jeune et qui n'a peut-être pas encore de produit. Vous êtes peut-être pré-produit, pré-revenu dans une phase d'idéation. Donc vraiment, voilà, vous commencez à travailler sur le projet, à prendre des feedbacks utilisateurs sur la problématique que vous voulez adresser par rapport à la cible que vous vous êtes donnée, etc. Et donc là-dessus,
il faut que vous ayez en tête les différentes catégories, justement, de familles de financement, si je peux dire. Donc, qui sont les suivantes? Donc, d'abord, la partie dilutive. La partie dilutive, c'est notamment celle sur laquelle on va se concentrer ce matin. C'est vraiment votre capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez créé votre société, vous avez un capital. Par exemple, vous avez créé votre capital, donc votre société avec 1 000 euros de capital, disons 10 centimes par action, ce qui est mieux même 1 centime, ce qui vous fait 100 000 actions. Plus d'actions vous avez, mieux c'est pour bien gérer la granularité dans votre capital. Donc ça, c'est bon à savoir aussi quand vous créez votre société. Mais bref, là où je veux en venir, c'est-à-dire que quand on parle de dilutif, ça veut dire que des investisseurs qui vont financer votre projet, en contrepartie de quoi vous allez leur donner du capital, donner des actions dans la société. Et donc, ça a un impact qui s'appelle la dilution, d'où l'aspect dilutif. Et ici, ben, c'est ce dont on va parler ce matin, soit sous forme d'augmentation de capital, soit sous forme de BSAR. On va y revenir sur ces deux aspects. L'autre, c'est justement le dilutif non dilutif. Donc, c'est une catégorie qui est assez hybride là-dessus parce qu'elle emprunte à la fois sur la partie dilutif. Et la partie dilutive, ben, on vient d'expliquer, hein, on donne du capital, mais aussi à la partie non dilutive euh, parce que, bah, prenons l'exemple d'un compte courant d'associé ou d'une obligation convertible. Le compte courant d'associé, lui, bah, on va, nous, en tant qu'associé, donner du numéraire, apporter de l'argent à la société en tant qu'associé. Il faut évidemment être associé, qu'on ait une action ou plusieurs, il faut au moins qu'on en ait une. Sinon, compte courant d'associé, ça n'est pas possible. C'est pour les associés. Mais on apporte de l'argent et cet argent-là, c'est quoi? C'est une dette que la société a envers moi, associé. Et donc, c'est une logique de prêt. Mais ce prêt-là, je pourrais éventuellement le convertir en action à l'occasion, pourquoi pas, d'un prochain événement, mettons une augmentation de capital ou autre. Et donc, j'aurai cette faculté soit de convertir en action ce prêt que j'ai fait moi en tant qu'associé à la société, soit j'aurai la faculté de pouvoir me le faire rembourser, ce qui est aussi le cas. Et d'ailleurs, sur cette partie compte courant d'associé, ça a été mis à jour, hein, les taux d'intérêt. Et forcément, ils ont augmenté proportionnellement aux taux d'intérêt qui ont globalement, eux aussi, augmenté. Et pareil pour l'obligation convertible. La différence là, pour le coup, c'est que on n'est pas obligé d'être associé, hein. L'obligation convertible, c'est quoi? C'est une méthode, mais qui est un peu moins répandue en ce moment parce que le BSR et emprunte un peu à cette logique. Mais la différence, c'est que l'obligation convertible, on peut financer le projet. Donc, un investisseur finance le projet, je investis dans votre société et j'ai le choix, soit vous me remboursez cet argent avec des intérêts, et pourquoi pas une prime de remboursement anticipé, ou peu importe, selon ce qui est prévu dans ce contrat d'obligation convertible, soit, comme son nom l'indique, je peux convertir cette obligation en action selon les termes et les conditions qui y sont prévues. Donc voilà, j'investis maintenant et je rentre peut-être au capital plus tard, ou alors je me fais rembourser. Et le mécanisme du BSR, lui, c'est un peu la même logique. C'est moi j'investis, mais je rentre plus tard au capital, mais la différence fondamentale, c'est que je ne me fais pas rembourser, contrairement à l'obligation convertible. Mais on va y revenir. Dernier point, encore plus classique, vous le connaissez, et c'est sur quoi il faut aussi insister, hein, c'est-à-dire que sur cette partie non dilutive, tout ce qui est prêt, etc., généralement, c'est complémentaire de la partie dilutive. C'est-à-dire que quand vous allez vous financer, par exemple, avec des investisseurs qui vous financent, que ce soit par exemple 100 000 euros, 200 000 euros, souvent, les banques pourront vous suivre derrière parce que vous avez des fonds propres qui ont été augmentés avec des investisseurs qui ont mis du capital, qui ont cru en vous. Et donc ça rassure aussi généralement les banques pour vous accorder potentiellement des prêts et faire ce qu'on appelle ce fameux effet de levier, vous permettant, si je lève par exemple 200 000 euros en capital, derrière, que ce soit sous forme de BSR d'ailleurs ou d'augmentation de capital, derrière, je vais pouvoir potentiellement complété par un prêt bancaire du non dilutif et endetter la société avec, je ne sais pas, 100 000 euros. Et donc, j'aurais, moi, répondu à mon besoin de financement de 300 000 euros. Voilà, ce point, et après des subventions peut-être qui peuvent s'en suivre, que vous connaissez, pas besoin d'insister là-dessus. Mais le point important à souligner là-dessus, c'est quoi? C'est vous, quand vous définissez votre besoin de financement, mettons 500 000 euros, 700 000 euros, 800 000 euros, 1 million d'euros, peu importe, ayez toujours en tête les différents mécanismes qu'on vient de balayer là rapidement ensemble pour les ventiler. Typiquement, j'ai un besoin de financement de 500 000 euros, mais je sais que je vais aller chercher du coup auprès des investisseurs privés sur la partie dilutive, que ce soit sous forme d'augmentation de capital ou de BSAR, 300 ou 400 000 euros, et après je ferai un effet de levier ensuite auprès de banques
ou autre, BPI, prêt d'honneur, qu'importe, pour la suite non dilutive qui me permettra de compléter mon besoin de financement. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez préparer, que ce soit avec vos conseillers BPI, que ce soit avec d'autres personnes. On est en partenariat par exemple avec Eldorado sur cette partie-là de prévisionnel, pitch, BP. Il y a d'autres aussi partenaires qui sont dans notre réseau comme Angel Square qui permettent aussi d'aller trouver des investisseurs et de vous aider sur ces aspects. Bref, on fait partie, nous, justement, de ce réseau de partenaires et qui complètent, nous, notre accompagnement chez Seed Legal, ce qui se concentre, quant à lui, sur cette partie plutôt financement dilutif et l'aspect juridique. Donc là, on est sur, en gros, en fonction de la maturité du projet, ben, pareil, sur les différents moyens de pouvoir financer votre projet, mais je vais passer rapidement. Et on va se concentrer là, pour le coup, sur la partie assez importante des notions essentielles sur une levée de fonds. Et forcément, qu'est-ce qui va jouer sur cette partie-là? Ben, c'est l'ensemble de critères que vous voyez ici listés et qui vont impacter ben, la valorisation de votre société, ou en tout cas le go ou no go de votre investisseur potentiel sur oui ou non, je vais investir dans le projet. Donc, généralement, tous les points que vous voyez listés ici, vous les retrouverez dans votre pitch deck. En tout cas, il faut les adresser. Donc ça, c'est un bon exercice aussi à faire. Sur la plateforme, sur ces dégâts, si je vous montrerai à la fin, mais vous pouvez aussi avoir votre pitch deck, etc. Et la page pitch vous aide justement à répondre un peu aux questions classiques que pourraient t'attendre les investisseurs. Et si on commence par le premier, bah, disruption factor, c'est quoi? C'est les facteurs de différenciation. Ça, c'est hyper important parce que qu'est-ce qui vous différencie, vous, de votre projet par rapport à l'état de l'art actuel ben, que vous adressez et qu'est-ce que vous voulez apporter comme innovation et en découle quoi? Ben, est-ce que vous, en tant qu'équipe fondatrice, vous êtes capable de pouvoir adresser ce sujet parce que vous avez la connaissance et l'expertise, ça fait des années, oui. Je veux créer une plateforme SaaS, ben, est-ce qu'il y a un CTO, par exemple, dans l'équipe? Sinon, bah, c'est un people risk. Product risk, bah, est-ce que là aussi, est-ce que vous faites du hardware, software, quelque chose un peu hybride? Et donc, bah, c'est assez risqué de faire un peu les deux. Et d'ailleurs, les investisseurs sont pas très, très friands ce genre de choses, mais ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est juste que voilà, il y a plus de risques côté produit que de faire juste un pur site e-commerce ou de faire une plateforme SaaS, par exemple. Ensuite, il y a le market risk. Est-ce qu'il y a des problématiques de dépendance en fonction d'aléas économiques, environnementaux ou autrement? Est-ce qu'il y a des barrières réglementaires assez importantes et donc un risque d'adresser ce marché-là avec des monopoles ou autres? Voilà. Est-ce que bah, vous avez bien défini votre go-to-market? Enfin bref, je vais pas balayer la liste, vous la connaissez, je pense, sur ces aspects. En tout cas, il est hyper important de l'avoir en tête parce que c'est des questions fondamentales et stratégiques à adresser dans votre pitch deck avec vos investisseurs qui nécessairement impacteront votre valorisation d'une manière ou d'une autre, parce que c'est des arguments dans la négociation. Et si on y vient sur cette question de valorisation, forcément, ça aussi, c'est une des questions fondamentales à adresser juste avant ou même au moment où on va commencer à s'échanger les documents contractuels de négociation avec vos investisseurs. Mais là-dessus, déjà, il faut se dire, OK, mais si vous avez défini votre besoin de financement, et on reviendra peut-être après au cas pratique très rapidement, mais prenons déjà des exemples ici à 200 000 euros. Vous êtes en précis. Donc, on est vraiment à une étape de concept, voire de prototype ici. Là. Et donc là-dessus, vous avez défini votre besoin de financement et vous savez, OK, ben, je peux avoir une subvention de 50, etc. Mais le prêt, peut-être pas tout de suite, ou je verrai peut-être plus tard, ça prend un peu de temps. Les banques, là, je suis quand même à un stade de maturité quand même, enfin, très jeune, donc compliqué de pouvoir obtenir un prêt. OK, très bien. Maintenant, 150 000 euros, mettons 100 000 euros de besoin de financement. Et bien là, OK, mais comment on définit la valorisation? Sur la base de quoi? On n'a pas encore, bah, on a oui, peut-être un début de prototype, mais on est pré-revenu, on n'a pas de revenus. On est une équipe fondatrice, on est 3 personnes, 2 femmes, 1 homme, OK, un CTO, une CEO et une COO. Bon, déjà, on a une complémentarité dans l'équipe, ce qui est bien et ce qui est pas forcément le cas de tous les projets. Donc ça, c'est déjà une bonne chose sur la partie people risk qu'on a vu juste avant. Donc forcément, ça va aussi être un argument assez de poids pour convaincre des investisseurs, mais revenons à la valorisation. Et donc là, OK, 100 000 euros juste pour nous,
début d'amorçage, c'est un pré-seed. Et donc, on veut estimer notre besoin, on a estimé le besoin de financement à 200 000, on ira chercher ensuite le reste. Et pour ces 100 premiers milliers d'euros auprès d'investisseurs privés, il faut les trouver, mais OK, est-ce qu'on va les faire entrer au capital tout de suite en fixant la valorisation? Et auquel cas, on est dans la partie là, augmentation de capital. Et donc, ici, comment fixer cette valorisation, comme je le disais, sans qu'on ait vraiment de rationnel d'un point de vue chiffre? Et bien là, en fait, la règle, c'est une règle assez simple. Donc, on peut raisonner sur peut-être un peu de comparable, etc., mais il est compliqué. J'en discutais d'ailleurs ce matin avec une société qui est en cours de levée de fonds, avec une investisseuse qui, elle, lui demandait du DCF. En tout cas, voulait réaliser du DCF, qui est du discounted cash flow. Mais un discounted cash flow, c'est quoi? C'est basé sur votre prévisionnel. Mais votre prévisionnel, c'est vous qui allez le faire avec votre spreadsheet, avec un tableau Excel. Donc, compliqué de rationaliser, même à un début du projet, sur une logique de discounted cash flow. Ça peut aider, oui, à avoir quelques notions, mais ça ne veut un peu rien dire parce que les hypothèses que vous prenez quand vous faites votre business plan, qu'il faut faire quand même, parce que même si au tout début, ça ne veut un peu rien dire, quand même, c'est un exercice qui est intéressant même pour vous. Mais derrière, le moins de paramètres que vous changez, par exemple, en l'occurrence, cette personne-là me disait, mais effectivement, si je change le churn, ça va avoir un impact significatif sur mon business plan et mon prévisionnel. Ça va l'augmenter, faire un x5, ça ne veut un peu rien dire. Là où je veux en venir, c'est que effectivement, l'idée de trouver des comparables pour une société, par exemple, qui fait 10 cas de MRR ou tu vas faire aller en ARR, donc c'est MRR, Monthly Recurring Revenue, c'est les revenus générés tous les mois quand on est dans un modèle plutôt de un modèle économique où tous les mois, on a un abonnement, par exemple, qu'on vend et qu'on touche. Et bref, et donc ce serait un multiple potentiellement de ça, mais pareil, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que si on reprend notre exemple, on est même pré-revenu prototype, et on vient de débuter notre prototype. Là, si on trouve peut-être du benchmark, mais encore faut-il pouvoir le trouver, c'est compliqué de trouver ces données, notamment à ce stade de financement très très jeune. Nous, on a quelques données quand même avec le nombre de tours qu'on réalise, mais voilà, donc on peut raisonner comme ça, mais sinon, la meilleure façon de raisonner, donc là, il y a les autres critères, c'est de se baser sur une règle assez bête et méchante, mais qui fonctionne, qui est, mais comment et combien, de toute façon, de pourcentage du capital je vais donner en contrepartie de ce montant investi. Donc là, typiquement, ce montant investi, c'est 100 000 euros. 100 000 euros, donc comme vous le savez, vous l'avez compris maintenant, si c'est une augmentation de capital dans laquelle on fixe la valorisation, on va avoir en contrepartie, nous, en tant qu'investisseurs, par exemple, moi j'investis les 100 000 euros, je vais avoir du capital, des actions. Et ce sont des actions nouvelles qui sont émises, d'où la notion d'augmentation de capital, avec l'émission d'actions nouvelles qui vont être souscrites par les investisseurs. Et donc ça, c'est le langage un peu juridique, mais ça ne veut rien dire d'autre que je fais une levée de fonds en augmentation de capital, une levée de fonds classique. Et donc, combien je vais donner? Combien je vais donner? Généralement, c'est entre 10 et 20% du capital. Mais ça, pareil, c'est une fourchette. Et vous voyez, c'est du simple au double, donc il ne veut un peu rien dire. Mais c'est des éléments de marché importants à avoir en tête, parce que ça veut dire, OK, mais si contre les 100 000 euros là, je donne 10% du capital, 20%, ça risque de faire beaucoup, parce que j'envisage, moi, dans ma stratégie de financement, de relever plus tard. Et donc ça, pareil, ça, c'est important de l'avoir en tête sur, mais OK, si je veux lever plus tard, OK, je vais me rediluer encore, parce que je veux lever 100 000 euros, mais peut-être d'ici 12, 18 mois, parce que vous voyez en dessous, généralement, c'est 12, 18 mois. Ce qu'on observe entre une première levée, en tout cas, c'est des chiffres marchés qu'on observe de manière assez standard pour pouvoir relever un prochain tour de financement. Si on est dans cette stratégie de besoin de capitaux et que les revenus ne suffisent pas encore pour accélérer, adresser le marché, et grandir et croître comme on le souhaiterait. Mais bref, donc là, si on reprend l'exemple chiffré, 100 000 euros, et je me dis 10% du capital. Ça nous donne combien de valorisation? Dans le chat, vous pouvez me dire quelle est l'idée? Combien ça fait? Alors combien? Combien pour 100K versus 10%? On est sur combien? Bon, quand on fait un webinaire comme ça, parler un peu tout seul, c'est toujours
difficile d'avoir une interaction et dans l'exercice interactif, mais donc je vais y répondre, c'est 1 million d'euros. C'est 1 million d'euros, pourquoi? Bah parce que c'est tout simple, hein. 10% du capital vaut 100 000 euros, bah 100% du capital fois 10, ça fait 1 million d'euros. Mais ça, on a du coup. Ah, le chat is disable. Ah bah merci. Ok, parfait. Donc c'est pour ça que je pouvais attendre des réponses, mais en tout cas merci Pierre pour l'info. Et donc bah, n'hésitez pas de passer par le Q&A donc pour ce faire. Mais bref, donc la réponse effectivement c'est 1 million d'euros, mais ça c'est ce qu'on appelle le post-money. C'est en comprenant les 100 000 euros qui ont été investis à hauteur des 10%. Et donc la valorisation pré-monnaie sur laquelle on raisonne généralement et qu'on retrouve dans la lettre d'intention quand on va parler d'augmentation de capital, c'est 900 000 euros. 1 million post-monnaie moins le montant de 100 000 euros investi, 900 000 euros. Et vous voyez, là, on l'a fixé en se basant sur cette règle de 3 assez facile à comprendre et c'est comme ça que vous pouvez raisonner. Donc, comme vous l'avez compris, pour résumer un peu ce qu'on vient de se dire là sur la partie augmentation de capital, si vous fixez la valorisation, vous vous posez la question de fixer la valorisation, déjà, c'est parce que vous allez faire entrer vos investisseurs tout de suite au capital. Et c'est une différence par rapport au BSR, mais on va y revenir. Se pose la question de savoir du coup, mais qu'est-ce qui va m'aider à fixer cette valorisation? La règle de 3 à un stade de financement, pré-seed, même voire seed, et encore. Mais en tout cas, pour un pré-seed, c'est sûr. Parce que vous n'avez pas encore peut-être de chiffres, de résultats concrets vous permettant de manière rationnelle de fixer cette valorisation de manière cohérente et basée sur quelque chose d'assez objectif. Tout est irrationnel parce qu'on repose sur votre promesse, l'équipe et les différents critères qu'on a vus avant et qui sont balayés généralement dans votre pitch deck et dans les discussions, en tout cas avec vos investisseurs. Et donc, vous pouvez y corréler aussi, donc raisonnez toujours avec les 10%, donc, et la règle de 3, en tout cas, par exemple, ou X% contre l'investissement réalisé, mais vous pouvez aussi vous dire, faire vos projections avec votre, est-ce que c'est un DCF? Non, mais au moins dans votre BP, de savoir, OK, quel sera le montant à 3 ans du chiffre d'affaires, un EBITDA, etc. Et donc d'y apporter quand même une logique financière et compréhensible et rationnelle et cohérente sur votre modèle économique, sur ce que vous projetez. Quand bien même vos hypothèses aujourd'hui seront peut-être et très certainement différentes demain. Donc ça, c'est la partie augmentation de capital. Mais si on reprend le même exemple, et c'est ce que j'aime bien prendre comme exemple pour voir la problématique que cette règle de 3 pourrait poser, c'est-à-dire que si on est dans un besoin de financement, pas de 100 000, mais 500 000 euros avec des investisseurs. Donc 500 000 euros en equity. Et là, on veut lever 500 000 euros, mais c'est notre premier tour de financement, pareil. Et donc, on se dit, de la même façon, moi, je ne veux pas donner plus de 10% du capital. Après, c'est une négo, hein, mais c'est votre position, mettons, au départ. Je ne veux pas donner plus de 10% du capital maintenant, et j'ai mon besoin, et je souhaite avoir 500 000 euros de la part d'investisseurs. Donc, encore une fois, ce sera discuté, mais si c'est votre point de départ, ben là, ça donnerait combien de valorisation? 10% contre 500 000 euros. On refait le même exercice, sauf que là, je vous demande la valorisation pré-monnaie. Donc, cette valorisation pré-monnaie, ce serait combien alors? La valorisation pré-monnaie sera de combien? Elle sera de, effectivement, donc 5 millions d'euros post-monnaie, mais la valorisation pré-monnaie, c'est 4,5 millions. Et donc là, on se dit, ok, mais 4,5 millions, bon, peut-être qu'on est un peu plus qu'un prototypage là et qu'on a commencé déjà à générer un peu de revenus et même qu'on a commencé à générer, disons, allez, au moins 10 cas de MRR quand même. Donc là, typiquement, ça pose la question de savoir, ok, mais bon, problématique de fixer une valorisation. Aujourd'hui, même si je fais 10 cas de MRR, ok, c'est bien, mais c'est un début. Si en ARR, on sera aux alentours de 100, 150 000 euros peut-être, quelque chose comme ça. Et donc d'avoir une valorisation à 4,5 millions, c'est cher, hein, mais parce qu'on ne veut pas donner plus de 10% du capital. Ok. Et ben dans ce cas, soit vous discutez avec les investisseurs et eux vont essayer de tirer vers le bas cette valorisation,
Ce qui est complètement possible et entendable à ce niveau, hein. Moi, je suis investisseur, je vais dire: «OK, bah, c'est quand même super cher là, ce que tu me proposes. C'est intéressant ton projet, mais c'est trop cher, la valo, elle est trop haute». Donc on peut discuter sur ça. Mais l'autre sujet qui peut se poser aussi, et ça, c'est pour vous et c'est hyper important de l'avoir en tête, c'est de vous dire: «Mais OK, vous prévoyez là, OK, 500 K pour 10, donc on tombe sur 4,5 millions pré-money. Mais demain, donc dans les 12-18 prochains mois, vous envisagez de lever 1 million d'euros. Et si vous envisagez de lever 1 million d'euros, vous prenez en gros les moyennes, vous prenez les données donc, qu'on a nous sur la plateforme et pareil, vous avez par exemple, Avolta qui a sorti là tout récemment, leur, rapport sur les multiples et dedans, il y a quoi? Il y a généralement un seed en médiane levée, c'est bon, pour un chiffre d'affaires de 700 000 € à peu près, annuel. Pour 1 million d'euros levés, on est aux alentours de 29 de dilution. Bon, je pense que ça comprend également ce que vous pouvez potentiellement réserver au capital, pour vos salariés. Enfin peut-être, en tout cas j'espère, mais peu importe. Donc si, mettons, on donne non pas 29 mais 25 du capital contre 1 million d'euros. Et bah là, on refait cette règle de 3 toute simple, hein. 25 bah, c'est 1 fois 4. Pour 1 million d'euros donnés, bah, ça nous donne 4 millions d'euros enfin post-monnaie, et ça nous donne 3 millions d'euros pré-monnaie. Et vous voyez dans l'exemple là qu'on vient de se donner, il y a une problématique. Et de manière chiffrée, cette problématique, c'est quoi? Bah, c'est que si on fait notre première levée de 500 000 € contre 10 qui nous valorise à 4,5 millions pré-monnaie, et que demain, dans 12 ou 18 mois, on veut lever 1 million d'euros sur une valorisation pré-monnaie à 3 millions, bah, ça ne marche pas. Et ça, vous le comprenez tout de suite. Vous dites: «Ah mais oui, dans mon plan, si j'ai une valorisation au début qui est plus élevée que la valorisation plus tard quand j'ai plus développé et plus dérisqué mon projet, ça ne fonctionne pas». Et donc, c'est là où, pour pallier ces problématiques-là, eh ben, le BSR peut être intéressant parce que lui, effectivement, ce BSR-là, il va permettre d'encadrer votre valorisation, mais pas de la fixer. Donc, le BSR, grosso modo, et là on rentre vraiment dans ces différences avec une levée de fonds classique, ce BSR, il va vous aider, vous, à encadrer, comme je viens de le dire, la valorisation, en tout cas l'entrée de vos investisseurs au capital, mais qui vont vous financer tout de suite. Donc, ils vous financent tout de suite avec ce BSR et ils rentrent au capital lors d'un événement ultérieur. Et cet événement, c'est soit une levée de fonds qui va déclencher la conversion de vos BSR, BSR des investisseurs, et vous allez encadrer du coup la conversion de ces BSR. Ils rentreront au capital, vos investisseurs, là, à ce moment-là, mais avec des conditions plus avantageuses que les personnes qui vont rentrer plus tard au capital. Donc les seed investors qui rentrent au capital auront, ce qui est logique, des conditions moins favorables que les BSR et les investisseurs R qui seront rentrés plus tôt en prenant un risque plus élevé au capital. On va regarder ensemble en quoi ça consiste. Et l'autre façon de rentrer au capital, c'est non pas avec une augmentation de capital, donc un prochain tour qui déclenche la conversion du BSR, mais c'est l'arrivée de la date butoir, parce que les BSR prévoient également nécessairement une date qu'on appelle date butoir, et qui est généralement entre 12 et 24 mois, mais plutôt 18-24 mois de ce qu'on observe sur la plateforme en termes de choix de conditions. Et arriver à compter de la date où moi j'ai investi en BSR, ben, dans 18 mois, je suis assuré de rentrer quand même au capital à l'arrivée de cette date butoir si, entre-temps, je ne suis pas rentré au capital par la conversion à l'occasion d'une levée de fonds. Vous voyez? Et donc, l'avantage du BSR, c'est qu'il va permettre non pas de fixer cette valorisation comme on l'a vu, mais au moins de la cadrer par rapport au prochain tour qui, lui, fixera cette valorisation, mais sur une base un peu plus rationnelle et plus objective que ce qu'on vient de se dire avec cette fameuse règle de 3. Là, peut-être que quand on fera son seed, on aura quand même des chiffres, peut-être 2 exercices qui permettront de nous dire, OK, on est dans tel niveau de revenu qu'on arrive à réaliser, soit par mois, soit par an, que ce soit un modèle économique sous forme de marketplace avec le volume global généré au travers de notre plateforme, ou que ce soit avec mensuellement un MRR ou un ARR annuel, donc annual recurring revenue, hein, c'est la même façon. Enfin, ça, c'est tous les ans combien on fait de revenus par rapport à notre modèle basé sur l'abonnement et de la récurrence. Et donc,
Ici, si on retourne et on revient sur le BSR, donc on va encadrer, on l'a compris, cette entrée au capital des investisseurs R lors d'un prochain événement, donc tour de financement ou date butoir. Et donc, si c'est une levée de fonds qui va déclencher la conversion, là, généralement, ce qu'on observe, c'est qu'on prévoit une décote basée sur la valorisation pré-monnaie du prochain tour, hein, donc du tour qui arrive et qui déclenche la conversion du BSR. Cette décote, elle est généralement entre 10 et 20%. En Angleterre, c'est plutôt 10-20%. En France, on est entre 20, peut-être 25%. Ça peut monter jusqu'à 30%. Après, c'est de la négociation. Vous voyez ici, hein, donc c'est des données qui sont issues de la plateforme chez nous. Et donc là, cette décote, elle va récompenser le risque pris par l'investisseur qui a investi plus tôt dans le projet et qui en plus n'est pas rentré au capital tout de suite. Et donc, cette décote s'applique, comme vous l'avez compris, à la valorisation pré-monnaie lors du prochain tour. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qu'on appelle le tunnel de valorisation. Ce tunnel de valorisation, c'est on va fixer un montant plafond qu'on appelle le cap, et c'est le montant maximal auquel l'investisseur R pourra convertir son BSR. Et ça, comment le fixer? C'est là où, bien sûr, on vous aide chez Silegal, soit avec nos articles, avec la plateforme, etc. On a ainsi un simulateur qui fait partie du pack R de l'offre dont je vous ai parlé, mais je vous mettrai le lien ensuite. Et donc, ici, on va donc caper la conversion du BSR. On sait que l'investisseur R, lui, ne convertira pas à plus de, par exemple, je mets 3 millions d'euros. Ensuite, le floor, c'est plus pour vous avantager, enfin, en tout cas, vous protéger. Si vous faites une valorisation minimale, donc mettons 1 million d'euros, et les BSR ne convertiront pas à une valorisation en dessous de cette valeur-là. Et la décote dont on parlait juste avant, elle s'applique si on est dans ce tunnel de valorisation. Donc, si la valorisation pré-monnaie du prochain tour entre dans ce tunnel, donc entre le cap et le floor, c'est la décote qui jouera. Et si la valorisation pré-monnaie lors du prochain tour est bien plus élevée que le cap, c'est le cap qui jouera, il est là pour plafonner. Après, il y a d'autres modalités de prévoir ce BSR. Par exemple, on peut prévoir un pourcentage donné, fixe, ou une valorisation fixe, plutôt que ce tunnel de valorisation. Mais le fondamental, c'est quoi? C'est de se dire, mais ce n'est pas ce contrat qui fixe la valorisation là tout de suite. C'est la condition dans laquelle rentrera plus tard, lors des 2 prochains événements, soit augmentation de capital, donc nouveau tour, soit date butoir, l'investisseur R à qui j'ai prévu de donner des conditions plus avantageuses par rapport au risque pris. Voilà l'idée du BSR. Les autres éléments de différenciation entre l'un et l'autre, qui sont à retenir également, sont les suivants. Valorisation, vous l'avez compris, différée mais encadrée. Donc, alors que la levée de fonds par augmentation de capital, c'est immédiat. La détention des nouvelles actions par les investisseurs donc les détentions sont différées, pareil, alors que ce sont immédiates avec la levée de fonds classique. Ce qui est aussi important de relever là, c'est que si avec les BSR, c'est différé, vous pouvez faire entrer au fil de l'eau vos investisseurs. Contrairement à la levée de fonds par augmentation de capital, où vous devez attendre que vous ayez, par exemple, l'ensemble des investisseurs qui sont OK pour investir et qui, votre montant cible, c'était les 500 000 euros par exemple, vous devez attendre que tout le monde soit OK pour investir et tout le monde investit au même moment et rentre au capital au même moment. Donc c'est un peu plus fastidieux, surtout au début, quand vous avez un besoin de fonds assez pressé. C'est plus compliqué, en tout cas c'est plus lourd que le BSR qui est plus agile parce que vous pouvez faire entrer au fil de l'eau vos investisseurs. Comme ça. Ensuite, la dilution, pareil, différée immédiate, différée BSR, mais c'est toujours avec un aspect dilutif, d'où l'importance aussi d'avoir en tête quel est l'impact de la dilution et comment se projeter lors du prochain tour pour comprendre à la fois les BSR qui convertiront et quel impact il y aura dans le capital, avec aussi les investisseurs cibles qui, eux également, rentreront au capital. Ensuite, le versement des fonds, bien sûr, il est immédiat, mais l'aspect aussi important de relever, c'est que c'est fait sous forme de compte d'augmentation de capital. Donc, on verse sur un compte d'augmentation de capital sur une levée de fonds classique, là où, avec un BSR, c'est fait directement sur le compte de la société, pas sur un compte d'augmentation de capital. Ensuite, les décisions d'associés sont immédiates dans les deux cas. Bien sûr, c'est une décision d'associé à prendre et on génère, nous, d'ailleurs, sur Clégal, l'ensemble de la documentation juridique pour le faire de manière digitalisée, rapide et efficace.
Et les formalités d'augmentation de capital, vous savez, hein, formalités auprès du greffe, etc., sont à réaliser uniquement dans le cadre de l'augmentation de capital, donc quand vous le faites, et BSR, c'est différé au moment de la conversion des BSR, parce que c'est à ce moment, comme vous l'avez compris, que les actions nouvelles issues de la conversion des BSR seront émises et donc augmenteront le capital, ce qui engendre forcément les formalités correspondantes. Voilà pour l'idée. Ensuite, il y a des petits cas pratiques, mais je pense que ce qui peut être intéressant aussi de faire, c'est de vous montrer plus que les cas pratiques là, écrits que j'avais fait, mais c'est un petit simulateur qui fait partie, nous, de notre package et de l'offre, donc AirPack, comme on l'a appelé. Et donc, cette offre-là, elle comprend à la fois le BSR qu'on va voir ensemble très rapidement, et après, tous les documents liés pour environ 70 000 € de BSAR réalisés sur la plateforme. Donc, je vais vous montrer ça dans 2 petites secondes et je vais vous montrer aussi, si vous voulez, ça, c'est les 2 offres dont on parlait, que je vous ai mises ici. Je vous le mets dans le chat, je pense que vous pouvez y accéder. Sinon, je vous mets ça peut-être dans le Q&A et après, on répondra bien sûr à toutes vos questions avec plaisir. Donc, je ne sais pas si vous pouvez, dites-moi si vous pouvez accéder au lien que je vous ai mis. C'est les 2 landing pages hein, pour les offres dont je parlais. Si vous pouvez y accéder dans le chat, sinon, bah, on pourra de toute façon vous les envoyer par email suite à votre participation au webinar. Donc là, si je vous partage mon écran, vous allez voir, je pense, ici ce petit simulateur. Donc, il fait partie de l'offre du pack. Donc, AirPack, donc du pack BSR dont je parlais à l'instant. Et donc, si on fait là les 500 000 €, je vais vous faire un exemple très simple. 500 000 € investis en BSR. On va se dire, on envisage de lever, allez, 1 million d'euros lors du prochain tour. C'est toujours comme ça que ça permet d'aider de fixer les conditions du cap, du floor, l'événement déclencheur. On va avoir, enfin, s'il n'y a pas d'événement déclencheur, la décote, etc. Donc ça, c'est les conditions principales. Donc là, 1 million d'euros, comme on s'est dit, hein, on se refait la petite règle de 3 ensemble. La petite règle de 3, on va dire que c'est, allez, 3 millions d'euros pré-monnaie, comme on se l'a dit tout à l'heure. Donc c'est 25% du capital en contrepartie de l'investissement d'1 million d'euros. Ici, OK. Et on va dire, nous, le cap, on va coller, on va mettre 3 millions aussi ici. OK. On va se dire le floor 1 million d'euros. OK, parfait. On va se dire la valorisation sans événement déclencheur, 3 possibilités ici. Donc très rapidement, soit on colle au cap, c'est plus avantageux pour l'investisseur, pour vous, pardon, pour les fondateurs. Soit on colle au floor, là c'est plus avantageux pour qui? Pour vous, l'investisseur, donc plutôt investisseur si vous êtes là. Mais derrière, vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas d'accord, ni l'investisseur, il n'est pas d'accord pour le cap, vous n'êtes pas d'accord pour le floor. Donc, si on arrive à la date butoir, vous prenez une valorisation intermédiaire. Allez, on coupe la poire en deux, mettons 2 millions. OK, fine. Et ensuite, on va mettre une taux de décote à 20%. Et là, on voit, c'est quoi le résultat? Là, on voit qu'on va donner quand même, ici, dans notre exemple, les investisseurs qui ont mis 500 000 € en BSAR, ils vont obtenir, eux, combien? Quasi 13% du capital à la conversion. Pourquoi? Parce qu'ils rentreront à une valorisation qui est la valorisation pré-monnaie du prochain tour, décotée des 20%, 2,4 millions ici, et non pas au cap, parce que le cap, il est à 3 millions. On l'a fixé à la même valorisation ici. Et on y ajoute les 25% ici. Donc pour 1 500 000 € levés en pré-seed en BSR et 1 million en seed, on voit ici qu'on a quasiment 38% du capital qui est donné aux investisseurs. Très bien. OK, pourquoi pas. Maintenant, faisons l'exemple, on se dit c'est peut-être un peu trop ici. Si on mettait un cap à 4 millions, vous voyez, ça change rien là, le cap à 4 millions. Pourquoi? Parce que vous avez juste augmenté le cap, mais la valorisation lors du prochain tour, elle est différente. Si vous vous êtes dit, OK, mais c'est 2 millions qu'on va lever, et non pas 20, hein. Bon, là c'est un peu beaucoup, mais 2 millions pour, allez, 6 millions de valorisation ici, vous voyez, là, ça va être le cap qui va jouer. Pourquoi? Parce qu'on est nettement au-dessus du cap, et la valorisation de façon décotée, les 20% sur 6 millions, ça nous donne 4,8 millions. Voilà un exemple chiffré concret. Sur la plateforme, en 2 secondes, donc là, ici, je peux vous montrer, hop, ici, donc cette partie-là,
vous voyez la plateforme. Nous, sur la partie financement, donc on fait la partie table de capitalisation, etc. Mais ce que je vais vous montrer, c'est là, si on fait une levée de fonds en forme de BSR, on va permettre de paramétrer toutes ces conditions-là. Vous voyez, donc il y a le cap, etc., valorisation, plateforme, décote, etc. On fixe tous ces éléments. Une fois qu'on a fixé ici tous ces éléments, voilà, on rentre tous ces paramètres, c'est fait. On va pouvoir générer les documents correspondant, le rapport du président, décision unanime des associés, et si on va le voir, l'accord d'investissement rapide, le contrat R, qui est généré automatiquement ici. Vous pouvez télécharger en PDF, partager bien sûr directement, parce que la signature électronique est intégrée donc à votre investisseur pour signature, ou en tout cas revue. Voir les termes ici, vous pouvez les modifier tant que ce n'est pas signé évidemment, et donc adapter ça. Et une fois que c'est fait, voilà, vous signez tous les documents, vous accompagne bien sûr dessus pour gérer tout ça. Voilà, présentation globale sur les différences et nous, ce qu'on apporte côté Seed Legals. Maintenant, eh ben, j'ai beaucoup parlé, mais il est temps de répondre à vos questions. Alors, non, vous ne voyez pas le chat. Donc ça, c'est note à nous-mêmes. Et donc, je vais répondre directement ici à toi, Louis. Ah non, j'ai répondu bonsoir. Alors, ok, je vais vous répondre ici. Alors, on ne voit pas sur le chat. Je vais taper un soir. Donc, ça n'a pas marché pour Louis, parce que j'ai mis un soir live, mais j'ai mis ici, en principe, type d'Answer, type answer. Ça a été répondu directement. Alors, maintenant, pour répondre à vos questions, au-delà de ce petit problème technique de partager dans le chat les liens, c'est effectivement donc Charlotte de One Second qui nous pose une question sur le BSR. Donc, pas encore de revenus et tu estimes en faire d'ici la date butoir. Donc, je peux partir sur une valeur moyenne à plus de 2 millions. C'est bien ça d'après ton tableau de benchmark. Alors, effectivement, sur le tableau de benchmark, ça reste du benchmark. Donc, 2 millions, il faut corréler ça. C'est un benchmark qu'on a fait sur ce qu'on observe en pratique. 2 millions, pourquoi ce serait 2 millions plutôt que 3 millions ou 4 millions? Quel est ton prévisionnel quand tu vas commencer à faire des revenus d'ici la date butoir? Donc toi, d'ici la date butoir, mettons que c'est, je sais pas, 12, 18 mois peut-être. Eh ben, peut-être que là, tu commenceras effectivement à faire des revenus. Mais quel est ton modèle économique? Est-ce que c'est marketplace? Est-ce que c'est aussi du récurrent? Tout ce qu'on a pu se dire, ça, c'est important aussi de l'avoir. Et le benchmark, effectivement, 2 millions, ça te donne une référence. Donc, tu peux te dire, OK, bah, pourquoi pas? J'ai vu dans le webinaire C'est légal, c'était 2 millions, ce qu'ils mettaient dans leur bench. OK. Et après, tu fais de la même façon, tu raisonnes sur, OK, combien j'aimerais moi en termes de montant et de capitaux investis par des investisseurs privés, et je leur donnerais combien en contrepartie en capital. Tu fais justement tes rapprochements entre, OK, est-ce que tu tomberais sur 2 millions? Si on prend un exemple, tu dis, OK, ben c'est, moi, si c'est 500 000 euros, par exemple, et je serais prêt à donner 25% du capital. On tombe sur 3 millions pré-monnaie. Donc, on est même un peu au-delà de ces 2 millions. C'est l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, pour simplifier les choses. Eh ben, ce serait entre 3 et 2, peut-être entre 1 et 3. Et donc là, bah, il faut mettre le curseur. Et de toute façon, ce curseur-là, dites-vous bien, vous, entrepreneurs, c'est une discussion négociée avec les investisseurs. Donc, comme toute négo, on part sur un montant qui nous arrange un peu, mais qui est pas décorrélé de la réalité, parce que sinon, ben, vous allez vous décrédibiliser par rapport aux investisseurs. Mais vous mettez un montant qui vous soit plus à votre avantage, évidemment. Et ensuite, c'est une négociation. Parce que aussi, ce qu'on entend souvent en pratique, c'est ce sont les investisseurs qui, de toute façon, fixent la valorisation. Non, c'est faux. C'est vous, en discussion avec les investisseurs, qui allez fixer cette valorisation. Ce n'est pas eux qui vont imposer la valeur. Après, c'est une question de rapport de force. S'il n'y a qu'un investisseur qui est prêt à investir chez vous et ben, qui impose une valorisation parce que vous n'êtes pas d'accord, mais au final, vous trouvez plus ou moins un accord malgré tout ou malgré vous, et ben, OK. Mais ce n'est pas eux qui imposent nécessairement la valorisation. C'est une discussion et un accord ensemble.
Voilà, donc je t'ai fait une réponse un peu de normand ou de juriste, Charlotte, mais au plaisir d'en discuter à l'occasion et de pouvoir voir avec toi en détail un peu ton cas particulier, notamment avec le BSR, parce que effectivement, tu peux fixer un cap. Si par exemple ta valorisation serait de 2 millions, à l'arrivée de la date butoir, selon, tu vois, ce que tu as vu avec le benchmark, tu peux mettre 2 millions et tu as vu comme on a fixé le cap, le floor, la décote et la valorisation à la date butoir sur le simulateur qu'on a. Eh ben, le raisonnement est un peu similaire. Il faut se faire l'exercice basé sur les simulations, les projections de votre business plan et de vous dire, OK, bah, qu'est-ce qui ferait sens par rapport à tout ça, quoi. Autre question, donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Charlotte. L'autre question, donc c'est Louis sur là, donc pour un BSR égale quasi fonds propres, donc recevable par BPI et banque. Oui, réponse oui en principe. Après, je ne suis pas, moi, expert ni BPI ni banquier. Mais de ce qu'on a vu et des startups qu'on a accompagnées, et on a accompagné quand même plus de 300 en France, effectivement, oui, les BSR sont éligibles pour faire un effet de levier, le fameux dont on parlait tout à l'heure. Et donc, il est possible, oui, le BSR, on augmente les quasi-fonds propres, effectivement, donc ça augmente pas le capital de la société, vous l'avez compris, pourquoi? Parce qu'ils ne rentrent pas tout de suite au capital, mais les fonds propres, eux, effectivement, les quasi-fonds propres sont augmentés, et ce qui rassure, pareil, votre partenaire, soit bancaire, soit BPI, de vous aider eux aussi sous forme de prêt non dilutif. Donc oui, réponse oui. Sinon, on travaille aussi dans le réseau de partenaires de notre écosystème côté Silagage. On a 3i Financement, on a aussi Finreca, qui sont des partenaires qui vous aident sur toute cette partie non dilutive et qui sont experts de ces aspects. Et dans les offres là, dont je parlais, donc sur Silagage, on a également l'ouverture à notre réseau de partenaires parce qu'on a une liste d'investisseurs qui est comprise dans cette offre, en plus de la liste de nos partenaires. Donc, vous en bénéficiez évidemment quand on travaille ensemble et qu'on vous accompagne. Alors, après, l'autre question qui était posée, c'était ici, peux-tu faire un mini exemple BSR avec des montants fictifs de valo? C'était très clair pour la levée classique. Super. Est-ce que, donc, on l'a fait l'exemple, je pense, Louis, mais pareil, on pourra en reparler avec grand plaisir. Et tu m'as donné donc pour une levée de fonds classique, donc ça c'est Louis Plubinage, pour une levée de fonds classique en augmentation capitale, 10% pour 100K sur un projet type marketplace, la pré-monnaie du capital social doit obligatoirement être à 900 000. Si nous n'avons pas les fonds d'avoir un capital social aussi élevé, une rentrée en compte courant est-elle la solution? Plusieurs choses, plusieurs remarques par rapport à cette question. Donc déjà, merci Louis tu m'as dit d'ailleurs, Louis Raffet, oublie ma deuxième question, parfait, nickel, moi j'ai répondu. Mais pour en revenir à ton point, donc Louis Plubinage, c'est effectivement là à clarifier sur quand on a un investissement de 100 000 euros contre 10% du capital, ça ne veut pas dire que le capital social sera de 900 000 euros. C'est la valorisation de la société. C'est-à-dire que de cette valorisation pré-monnaie en découle le prix par action. Donc, si on a 1000 actions dans le capital, qu'on ait une valorisation de 900 000 euros, on fait 900 000 euros divisé par 1000, on est à 900 euros de prix par action. C'est aussi simple que ça. Et ça, il faut bien le distinguer du capital social. C'est la valeur qui est donnée aux actions qui seront souscrites et achetées par les investisseurs qui rentreront au capital à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que votre capital social, dont vous voyez le montant dans le CABIS, au greffe, etc., sera de 900 000, pas du tout. Parce que là, pareil, autre élément qui est souvent assez flou pour les utilisateurs qu'on accompagne, mais ce qui est logique pour toute personne qui n'est pas forcément juriste, c'est on a une différence entre la valeur nominale des actions, qui est celle que vous avez fixée lorsque vous avez créé la société, et ce qu'on appelle la valeur là dont on parlait au moment de la valorisation de la société pour les 900 000 euros et les 900 euros, qui fait justement apparaître une prime d'émission. Et donc, la valeur nominale plus la prime d'émission, ça nous donne les fameux 900 euros dans notre exemple de 900 000 euros de valorisation pré-monnaie, divisé par le nombre d'actions qui composent le capital qui est de 1000, on tombe sur 900. Notre valeur nominale initiale était
quand on a créé la société 1 euro, mettons, eh ben, on sait que la valeur nominale reste 1 euro, mais la prime d'émission est égale à quoi? Bah, à 900 euros moins les 1 euro de valeur nominale. Donc 899 euros de prime d'émission. Au résultat de quoi? Ça veut dire que c'est pour ça que le capital, lui, quand il augmente, dans les statuts et dans le CABIS, qui est du coup au greffe et qui sort du greffe du tribunal de commerce, vous ne voyez pas 900 000 euros de capital social. Vous voyez qu'il y a eu X actions de valeur nominale qui est de 1 euro qui ont été émises, mettons, je dis n'importe quoi, 1000, et donc votre capital va augmenter de 1000 fois 1 euro de valeur nominale, donc de 1000 euros, et le reste, c'est en prime d'émission. Donc, premier point, c'est ça. Distinction à faire nécessairement sur ce point. L'autre point, c'est si nous n'avons pas les fonds d'avoir un capital social aussi élevé. Ben, en fait, là, je pense pareil, il faut clarifier sur est-ce que vous pouvez du coup avoir les 100 000 euros qui vont être investis en contrepartie des 10%. Donc là, il faut trouver les personnes qui vont investir les 100 000 euros. Mais ça, c'est la même question sur la partie compte courant d'associé. Est-ce que ça peut être une alternative à faire et à valoriser la société à 900 000 euros? Éventuellement, mais sauf que vous avez compris, la différence fondamentale, comme on se l'est dit, c'est quoi? C'est que si on fait une augmentation capitale de 100 000 euros contre 10% du capital, on va avoir la valorisation pré-monnaie effectivement à 900 000, mais là, c'est au capital. Ce n'est pas une dette que la société a envers les investisseurs. Et en l'occurrence, si on voulait le faire donc, sous forme de compte courant d'associés, eh ben, en fait, ce sont les associés qui, eux, prêtent de l'argent à la société. Donc, il faut que vous, en tant qu'associé, vous ayez les 100 000 euros, ou alors vous pouvez prévoir de faire entrer un associé en lui cédant une action, par exemple, et après qu'il apporte les 900 000 euros en prêt. Mais ayez bien en tête que c'est du prêt. C'est-à-dire que on doit rembourser à terme. Ça n'a rien à voir avec le capital, où il y a quand même une manière plus compliquée de pouvoir en retirer les fruits, avoir un retour sur investissement lorsqu'on investit en capital que quand on investit en prêt. Donc, ça pourrait éventuellement être une alternative, mais il faut bien y réfléchir parce que ça n'est pas du tout la même chose. On est sur deux logiques différentes. Voilà un peu sur ces aspects. Et qu'est-ce que je pense des différences risques d'une entrée en compte courant d'associé? C'est ce que je viens de dire. En fait, une entrée en compte courant d'associé, pour un investisseur, elle est beaucoup moins risquée que l'entrée au capital, en fait. Parce que, en fait, je te prête de l'argent, je prête de l'argent, mais d'ailleurs, encore une fois, il faut que je sois associé de la société. Si je suis externe à la société, je ne peux pas prêter de l'argent. C'est le monopole bancaire, ça, on n'a pas le droit, hein. Le code monétaire et financier nous l'interdit. Mais moi, je suis investisseur, je dis, écoute, moi, vous me vendez des actions à la valeur nominale, donc quasi gratuitement 10% de votre boîte, et derrière, je vous apporte en compte courant d'associé 100 000 euros. Moi, c'est un peu tout bénef, hein. J'ai 10% qui me sont donnés quasi gratuitement du capital. En plus, je vous prête de l'argent, donc je sais que je vais récupérer, en principe, je devrais récupérer mes 100 000 euros. Et derrière, j'aurai 10% de la boîte. Donc, si vous voulez me faire sortir du capital, il faudrait que je vende mes 10%. Mais s'il faut, moi, je vais vouloir les vendre à un certain prix. Et donc, réaliser en plus une plus-value là. Donc, je suis gagnant-gagnant dans une situation où la société se porte bien. Parce que si on ferme la boîte, on est tous perdants-perdants. Mais vous voyez l'idée. Voilà, pour toutes ces questions. En tout cas, on arrive à midi. Donc, l'heure est venue de mettre un terme à ce webinaire. En tout cas, merci pour votre participation, merci pour vos questions. Si vous avez l'envie de pouvoir continuer ces échanges avec nous chez Silegal, que ce soit moi ou l'équipe, on sera ravis de le faire. Donc, vous pouvez vous rendre sur seedlegals.com et vous pouvez aussi retrouver, vous tapez Airpack Seedlegals ou Seedpack Seedlegals, vous retrouverez les offres qu'on vient de lancer, dont j'ai parlé aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas que ça vous a éclairci sur un certain nombre de points, que vous y voyez plus clair. Je vous dis merci encore, passez une très bonne journée, très bon week-end et à bientôt. Au revoir tout le monde, bonne journée, salut.